Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui avec mon invité, il sera question de disparition forcée des personnes. Pour en parler, je reçois l'expert de l'ONU, membre du groupe de travail sur les disparitions forcées, également membre du Conseil national des droits de l'homme, Huria Islami. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, tout d'abord, je souhaiterais qu'on parle un peu de cette définition de disparition forcée des personnes. Est-ce la même qu'il y a 30 ans aujourd'hui ? Oui, justement, la notion de disparition forcée a été introduite à l'ONU à travers le groupe de travail il y a de cela plus de 35 ans. La définition est toujours la même. C'est quand une personne est enlevée par des forces de l'État ou des forces agissant sous le contrôle ou les ordres de l'État ou des forces qui ne dépendent pas directement de l'État mais qui collaborent avec l'État. Ensuite, cette personne est placée dans une place qui n'est pas connue et elle est soustraite à toute protection légale. Et en troisième lieu, l'État refuse de reconnaître que cette personne se trouve sous son autorité ou est cachée quelque part sans en reconnaître le lieu. Ça veut dire qu'il ne se trouve pas dans un lieu régulier de détention comme la prison. C'est ça, au fait, la définition de la disparition forcée de manière assez globale. Alors, sur quelle région en particulier travaillez-vous en tant que groupe de travail de l'ONU, justement pour cette cause des disparitions forcées des personnes? Le groupe de travail est compétent pour recevoir les plaintes de familles de personnes disparues de tous les États membres des Nations Unies. Et justement, ce groupe de travail est la première des procédures spéciales, ce qu'on appelle aujourd'hui les procédures spéciales, qui sont au nombre de 56. Ce groupe de travail a été créé en 1980 à la demande des familles, précisément de l'Amérique latine, dont les proches étaient disparus dans des contextes de dictature militaire. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun instrument juridique au sein des Nations Unies pour assurer la protection de ces personnes. Les familles se sont dirigées vers l'ONU et les Nations Unies. Et les Nations Unies ont créé ce groupe de travail formé de 5 personnes de 5 régions géographiques des Nations Unies. Et ils ont commencé à travailler, à recevoir les plaintes et à traiter avec les États. Alors, quand vous dites justement que ces personnes-là ont cette mission-là, justement de recevoir des plaintes et puis de les traiter, quel est votre champ d'action par rapport aux États en tant que groupe onusien? Alors nous avons notre mission, au fait, elle est double, essentielle. La première mission que nous avons, c'est une mission humanitaire. Ça veut dire que nous jouons le rôle de chaîne de communication entre les familles et les États. Nous recevons les plaintes de la part des familles ou d'autres sources. Ils peuvent être des ONG, ils peuvent être d'autres parties concernées et nous acheminons ces plaintes aux États en leur disant: nous avons reçu des allégations de disparition forcée. Est-ce que ces allégations sont vraies? Est-ce que vous avez fait des investigations? Où se trouve cette personne, etc. Et qu'il est de votre devoir de communiquer l'information relative au sort de cette personne et à la place où elle est détenue. Ça, c'est la mission humanitaire. Quand nous recevons des réponses, nous les acheminons aux familles généralement qui n'ont pas de moyens de recours au niveau national. Ça veut dire qu'ils ont peur de déposer des plaintes au commissariat, ils ont peur de saisir les procureurs. Deuxième mission, c'est une mission de monitoring, ça veut dire de sensibilisation et d'évaluation de la situation. Et en vertu de cette mission, nous pouvons effectuer des visites dans des pays, soit qui ont connu une pratique de disparition forcée en temps de guerre ou en temps de conflit, etc. Et nous évaluons la situation de la disparition forcée et nous publions des rapports avec des recommandations et nos rapports sont présentés au Conseil des droits de l'homme à Genève. Quels sont les profils les plus récurrents des personnes qui subissent des disparitions forcées aujourd'hui? Alors, généralement, ce sont de manière globale et depuis l'apparition de cette pratique haineuse, ce sont généralement des opposants aux différents régimes, qu'ils soient dictatoriaux ou autres régimes. Ce sont des défenseurs des droits humains, des droits fondamentaux, mais ils peuvent être aussi des journalistes, ils peuvent être des syndicalistes.
Ils peuvent être de simples citoyens qui se trouvaient au mauvais moment, à la mauvaise place et qui font partie et qui rentreront dans une opération d'attaque militaire, etc., et qui vont disparaître malheureusement. Donc, globalement, ce sont des défenseurs des droits humains qui présentent, disons, un certain risque, entre guillemets, pour les régimes politiques en place, mais ils peuvent être de simples citoyens faisant partie de communautés tout à fait normales. Est-ce que la tendance est baissière ou haussière selon vous? Cela dépend. Au fait, nous constatons que, en tant que groupe de travail, qu'il y a malheureusement, il n'y a pas éradication de cette haineuse pratique, malgré qu'il y a aujourd'hui 2 instruments internationaux très très importants. Il y a la déclaration sur les personnes, sur la disparition forcée. Et il y a aussi la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Mais malheureusement, cette pratique, elle continue à être très répandue dans des contextes différents du passé, mais dans de nouveaux contextes de lutte contre le terrorisme, ou dans des États où il y a où est décrété l'état d'urgence, ou dans des contextes de lutte anti-drogue, etc., ou dans des contextes de conflits internes ou de conflits armés. Nous pouvons observer qu'il y a une grande pratique de disparition forcée dans des zones bien déterminées, malheureusement, et que au quotidien, le groupe de travail reçoit des plaintes de familles chaque jour de personnes disparues et n'ayant pas réapparu. Alors justement, dans la région Afrique et dans la région Moyen-Orient, quels sont les pays, les foyers un peu, on va dire, les foyers tendus où vous remarquez, où vous, en tout cas, recevez le plus de plaintes? Alors, dans la région MENA, on peut peut-être diviser la région en 2 grandes parties. Il y a des pays qui ont connu la disparition forcée de par le passé, comme le Maroc, aussi l'Algérie, mais il y a les pays qui pratiquent aujourd'hui la disparition forcée. On a reçu des cas et on en reçoit très souvent et presque au quotidien de l'Égypte, aussi de la Libye, de la Syrie, du Yémen, etc. Et donc malheureusement, dans des contextes agités, une conjoncture internationale marquée par des conflits armés ou non armés, il y a malheureusement cette pratique qui se répand. Et bien sûr, les plaintes que nous recevons ne sont que la partie visible de l'iceberg, parce que beaucoup de familles n'ont pas accès aux moyens de recours et ne peuvent pas documenter ces cas et les faire parvenir au groupe de travail. Il y a des cas flagrants, en l'occurrence la disparition du patron d'Interpol le 5 octobre dernier. Comment votre groupe de travail a-t-il réagi à cette disparition? Alors, le groupe de travail réagit lorsqu'il reçoit une plainte de la part de la famille et il faudrait qu'on ait le consentement de la famille. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Au fait, cette procédure, elle est confidentielle, ça veut dire qu'elle n'est pas portée au grand public, sauf si le groupe de travail décide de publier un communiqué de presse, comme il l'a fait d'ailleurs il y a 2 jours à propos du journaliste Kamal Khashoggi, où le groupe de travail a publié un communiqué de presse conjointement avec le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et aussi le rapporteur spécial sur... j'ai oublié Alors, comment dans pareil cas de figure, les instances onusiennes, dont le groupe de travail auquel vous appartenez, peut intervenir? Vous avez évoqué ce cas du journaliste saoudien qui a disparu à Ankara. Comment vous, en tant qu'instance onusienne, avez réagi à ces disparitions? Alors, en premier lieu, nous avons plusieurs instruments que nous pouvons utiliser, même s'ils restent assez limités. Alors, il y a la première procédure, c'est celle de la plainte. Si nous recevons de l'information et de l'allégation qui proviennent des membres de la famille et nous avons leur consentement, à ce moment-là, nous envoyons ce que nous appelons une procédure urgente au pays concerné.
Et nous copions aussi l'autre pays qui est concerné ici, en l'occurrence la Turquie. Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure que nous avons utilisée, c'est justement le communiqué de presse. Il dit quoi, votre communiqué de presse, brièvement? Notre communiqué de presse dit que nous avons reçu l'allégation de disparition forcée et nous demandons des investigations précises pour lever le voile sur ce cas de disparition forcée et que l'information que nous avons reçue est une information suffisamment fiable pour que nous puissions croire que c'est un cas de disparition forcée perpétré par les forces relevant directement de l'État. Très bien. Houria Islami, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous et à Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.